Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Refresh. Dans l'actu Refresh aujourd'hui, l'affaire Pape Cheikh Diallo ici continue d'alimenter le débat au Sénégal. Après un non-lieu prononcé en faveur de certains mis en cause, les réactions se multiplient. Dans le Hello Refresh, nous parlerons de Ziguinchor où le Sénégal et la Guinée-Bissau renforcent leur coopération en matière de sécurité transfrontalière. Les forces de défense et de sécurité des deux pays ont préparé des patrouilles conjointes. Et à quelques mois des élections départementales et municipales prévues en 2027, le calendrier électoral suscite des interrogations. Union Lank a saisi la Cour suprême pour demander à l'État de fixer la date du scrutin. Soyez les bienvenus dans le Refresh. L'affaire Pape Cheikh Diallo continue de défrayer la chronique au Sénégal après un non-lieu prononcé en faveur de certains mis en cause. Les citoyens s'interrogent sur la transparence de la gestion de ce dossier, un reportage que je vous propose de suivre. li ko gën a waral bu njëkk ba ak léegi moom léegi li tax mu gën a bëri xaalis ci la bokk ñu ci bëri xaalis moo leen ko dugal day gis ñoo xam ne ñi parce que réseau boobu noonu dafa gaaw a maye xaalis bu njëkk ba nag amoon na par da ngay gis koo xam ne kii fi mu yaroo entourage bi mu yaroo moo ko ci dugal mais léegi nag xaalis la da nga bëgg a tekki kut ko kut bëgg a am xaalis kut ko kut. waaw man ni ma ko gisee moom borom ñaari tur yi coow li dafa bari na bëriwaay boo xam ne ñun sénégalais yi rek ñoo war a mën a fexe ba mu dañ ci Sénégal. 25 personnes yooyu man bu ma sañoon bala nga ne liñ leen di toppee gisuñu ko dañ leen a war a bàyyi bañ taxaw ñu atte leen dañoo war a bàyyi bañ dem taxaw ñoom ñëpp ñu atte leen ku si laalewut ñu bala bu boobaa nga set say kanam mbokk ci kanam sénégalais yi. En principe, quand une personne bénéficie d'un non-lieu pour une affaire déterminée, cette personne est mise hors de cause. C'est la règle générale. Mais il y a une exception à ce principe. L'exception, c'est que il peut y avoir la reprise des poursuites en cas de survenance de charges nouvelles, d'éléments nouveaux, en cas de survenance d'éléments nouveaux. Dans ce cadre, évidemment, seul le parquet, c'est-à-dire le ministère public, le procureur de la République, a cette initiative. Autrement dit, le monopole appartient au parquet. Que la liberté provisoire soit accordée ou refusée, l'affaire continue. Autrement dit, la procédure continue. La procédure devant le juge d'instruction ne se terminera que, disons, de deux manières. Première manière, il y a une décision de non-lieu, et donc la personne ou les personnes mises en cause vont être hors de cause, c'est ça ce qu'on appelle le non-lieu, ou bien alors il y a des charges suffisantes et les personnes en question vont être attraites devant la juridiction répressive. C'est ça ce qu'on appelle l'ordonnance de renvoi décernée par le juge d'instruction pour la juridiction compétente. Le fait de décerner un non-lieu pour, si vous voulez, prescription de l'action publique, c'est autre chose. Quand une infraction est commise, l'autorité publique, ce qu'on appelle ici le ministère public, dispose d'un certain temps pour devoir, en quelque sorte, poursuivre le délinquant et éventuellement l'attraire devant le juge. Ce délai est variable en fonction des infractions. Alors, pour la contravention, c'est c'est un mois, un an pour la contravention. Pour, si vous voulez, le délit, c'est en principe 3 ans, mais il y a des délits où le délai de prescription de l'action publique est de 7 ans. Normalement, pour le crime, le délai de prescription de l'action publique est de 10 ans. Maintenant, c'est durant ce délai qu'on doit poursuivre le délinquant. Si ce délai est dépassé, même si on dispose d'éléments probants, c'est-à-dire d'éléments de preuve pour savoir que telle ou telle personne a commis l'infraction, cette personne ne pourra plus être attraite devant le juge répressif. Autrement dit,
ne pourra plus être condamné pour l'affaire, disons, où elle était en cause. À Ziguinchor, le Sénégal et la Guinée-Bissau renforcent leur coopération en matière de sécurité transfrontalière. Les deux pays ont mis en place des patrouilles conjointes pour assurer la paix et la sécurité dans cette zone. Regardez. La sécurité le long de la frontière entre le Sénégal et la Guinée-Bissau constitue un enjeu majeur pour la stabilité de la Casamance et de toute la sous-région. C'est dans cette perspective que les forces de défense et de sécurité des deux pays se sont réunies à Ziguinchor pour préparer des patrouilles conjointes dont le déploiement est prévu dans les prochains jours. Au-delà d'une simple opération sécuritaire, cette initiative traduit une volonté de renforcer la coopération entre les deux États face aux défis communs auxquels ils sont confrontés dans leur zone frontalière. La surveillance des frontières, la lutte contre les trafics, la prévention de la criminalité transfrontalière et la sécurisation des populations figurent parmi les principaux enjeux. La mise en place des patrouilles conjointes devrait également permettre aux forces sénégalaises et bissau-guinéennes de mieux coordonner leurs actions, de partager davantage leurs informations et d'intervenir plus efficacement face aux menaces susceptibles de traverser les frontières. Une coopération qui prend tout son sens dans une région où les populations entretiennent d'importants liens familiaux, sociaux et économiques de part et d'autre de la frontière. Pour les habitants de la Casamance et des zones frontalières de la Guinée-Bissau, l'objectif est aussi de garantir un environnement plus sûr, favorable à la circulation des personnes et des biens et au développement des activités économiques. Cette démarche s'inscrit ainsi dans une logique de prévention et de consolidation de la paix en Casamance. En renforçant leur collaboration sur le terrain, le Sénégal et la Guinée-Bissau entendent faire de leurs frontières non pas une zone de vulnérabilité, mais un espace de coopération, de sécurité et de stabilité durable. Nous recevons aujourd'hui comme invité Seydina Mohamedou Malal Diallo, secrétaire général du collectif Nyolonk. Bonjour. Bonjour. Un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. C'est partagé. Merci beaucoup pour l'invitation. Vous avez saisi la Cour suprême pour demander à l'État du Sénégal d'organiser dans les plus brefs délais les élections cumulées. Pourquoi avoir saisi la Cour suprême? Merci beaucoup d'abord pour la question. Effectivement, le collectif Nyolonk, à travers moi-même le secrétaire général, a saisi la chambre administrative de la Cour suprême en requête en référé aux fins de mesures utiles, afin que la Cour, à travers le juge des référés, puisse enjoindre et ordonner au président de la République de prendre le décret fixant d'abord la date des élections territoriales, mais également toutes les mesures qui s'en suivront, telles que la fixation de la caution par le ministre en charge des élections, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, mais également les décrets fixant ou bien convoquant le corps électoral 90 jours avant les élections. Cette procédure découle d'une réflexion scientifique après avoir constaté, comme tout Sénégalais, politique ou non, cette carence de l'exécutif qui n'a montré aucune volonté d'organiser des élections et qu'il y a des impératifs de délai légaux posés par le code électoral et qu'il y a l'article 2 du protocole additionnel de la CEDEAO qui dit que toute élection doit se tenir dans les délais impartis et que tout report sans concertation est prohibé. Et à ce jour, aucune procédure ou bien aucun acte n'a été officiellement pris et c'est de là qu'on a fait l'étude juridique. Et en tant que juriste, effectivement, on a vu que de toutes les procédures qui s'offrent à nous, le référé mesure utile est celle qui nous semble le plus adaptée à cette situation parce qu'elle ne demande pas l'existence d'une décision administrative préalable. Et c'est ainsi qu'on a fait l'étude et qu'on a écrit la requête qu'on a adressée ce 14 août au premier président de la Cour suprême, qui est juge des référés ou bien qui désigne le magistrat pour être juge des référés en contentieux pour référer mesure utile. Et là, vous parlez de délai. Pourquoi, selon vous, le 26 août constitue justement une date d'échéance? Justement, parce que
maires ou bien présidents du conseil départemental ont été élus le 23 janvier 2022. Et ils ont un mandat de 5 ans. Donc, le 23 janvier 2022 jusqu'au 23 janvier 2023, ils ont fait une année de mandature. 2024, 2 ans de mandature. 2025, 3 ans de mandature. 2026, 4 ans. Et 2027, 5 ans et dernière année de mandature. Donc, ils ne peuvent pas excéder le mandat qui leur a été conféré. Il y a aussi le principe de périodicité des échéances électorales. Ce qui fait que l'élection locale ne peut pas excéder le 23 janvier 2027. Et donc, tenant compte de cela, on se dit normalement que le dernier délai pour la tenue de cette élection, c'est le 23 janvier 2027. Et que le code électoral fixe, pour la fixation de la caution, 150 jours avant. Et après avoir fait la computation, on se rend compte que pour respecter ces 150 jours, le 26 août, si l'élection se tiendrait le 23 janvier 2027, le 26 août constituerait la dernière date. Et c'est là qu'on s'est dit, donc, là, le processus électoral est carrément menacé et risque d'être compromis si aucune mesure n'est prise. Et le retard dans la fixation de la date peut-il entraver ou en tout cas avoir un impact sur l'organisation des élections? Oui, justement, si quand même jusqu'au 26 août, on n'a pas la date ni la fixation de la caution, la procédure peut être carrément entravée parce qu'effectivement, les 150 jours risquent d'être violés et de là, quand même, ce sera compliqué de respecter le calendrier électoral. Et que peut décider la Cour suprême dans ce cas de figure? Oui, en fait, le juge des référés, parce que c'est une procédure d'urgence, le juge des référés peut quand même, après avoir suivi la question, étudier la question et prendre toutes mesures utiles afin d'enjoindre au président de la République de prendre dans les meilleurs délais le décret fixant la tenue des élections locales. Vous êtes juriste, comme vous le dites, quels seraient les risques d'un non-respect du calendrier électoral? Les risques d'un non-respect du calendrier électoral sont plus politiques parce que ça permettra quand même de se dire le président qu'on a élu qui a juré devant la population sénégalaise et devant Dieu, qui avait juré de respecter et de faire respecter la loi, aujourd'hui est en train de violer la loi. Et donc, de ce cas, les Sénégalais pourront apprécier. Mais les risques juridiques aujourd'hui sont un peu limités parce qu'il aurait fallu que ni les partis politiques, ni par exemple des organisations dédiées n'ont eu cette initiative. Il a fallu qu'une simple organisation de la société civile qui n'est investie d'aucun pouvoir puisse quand même avoir ce sentiment pour saisir la Cour suprême afin qu'elle puisse quand même intervenir. Même si aujourd'hui la Cour suprême ne donne pas gain de cause, l'essentiel c'est qu'on aurait pu quand même poser ce débat afin qu'on puisse savoir que le Sénégal est en train de vivre de l'arbitraire actuellement. Au-delà de Nyolank, quel enjeu cette situation pose-t-elle pour la démocratie et le respect du calendrier électoral? C'est quand même une mauvaise appréciation sur la posture du régime en place parce que même le président Macky Sall en 2012-2014, il avait quand même organisé les élections locales. En 2019, il devait organiser les élections locales, mais il les a rapportées tout en respectant la loi parce qu'il avait procédé à une vote parlementaire avec sa majorité qui lui avait permis de faire un report, de faire un autre report, de faire un troisième report et fixer les élections locales. Mais actuellement, avec le contexte politique actuel, nous ne pensons à aucune minute que le président de la République pourra bénéficier d'une loi parlementaire pour le report des élections. Donc, s'il décide de reporter les élections, ce sera simplement dans l'illégalité et dans l'arbitraire. Et nous l'appelons quand même à une prise de responsabilité, à savoir qu'aujourd'hui, il est le seul à jurer devant Dieu et la population sénégalaise, conformément à l'article 37 de la Constitution, de respecter la loi, de faire observer le respect des lois par toute la population sénégalaise. Donc, s'il commence à violer la loi, ce qui veut dire que nous aussi, demain, si on viole la loi, on n'aura aucun état d'âme et on se dira que le premier Sénégalais a violé la loi. Donc, violer la loi n'est plus un problème au Sénégal. Et au-delà, pour terminer de cette requête faite à la Cour suprême, d'autres plans d'action sont-ils envisageables? Oui, justement, parce que la requête, c'est une procédure judiciaire. Mais nous sommes aussi un mouvement de contestation. Nous ne manquerons pas, si nécessaire, de faire des manifestations pacifiques afin de sensibiliser la population sur la situation actuelle et appeler toutes les forces vives de la nation pour que le président puisse respecter le calendrier républicain. Merci, M. Diallo. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de Nyolank. Merci beaucoup.
Ce qui met un terme à notre émission. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre refresh. En attendant, restez connectés à nos différentes plateformes.